Mesdames et messieurs, l'actualité au Bénin est marquée depuis un peu plus d'une semaine par les rapports très envenimés entre Cotonou et Niamey. L'un accuse l'autre d'abriter des bases militaires pour un projet de déstabilisation, ce à quoi l'autre répond par un blocus sur son pétrole. Et Cotonou et Niamey, plus que jamais au pire moment de leurs relations diplomatiques, économiques et surtout de fraternité. Le dernier événement en date, c'était ce mercredi. La marine a concédé de laisser couler les flots de brut nigériens vers les paquebots chinois acheteurs du liquide précieux du Niger. Ce sera notre principal sujet de discussion sur lequel nous allons largement revenir sur votre émission, ce qu'il fallait démontrer et surtout avec notre analyste politique que vous connaissez très bien, Anissé Carlos Soké. Bonjour. Bonjour Tanguy. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura d'autres sujets à évoquer. C'est par exemple la marche des travailleurs finalement déroulée samedi dernier à Cotonou avec un discours réquisitoire pour couronner la manifestation et puis la visite manquée de Nicéphore de donner ce gloire à Kamadougou en prison quelque part à Pro-Misrete dans le département de l'Ouémé. On va commencer par le tout premier sujet. La crise entre le Bénin et le Niger avec la dernière donne, la levée du blocus de Cotonou sur le pétrole nigérien. Anissé Carlos Soké, on ne s'y attendait pas aussitôt. C'est vrai qu'on a été agréablement surpris d'apprendre que quelques jours à peine après cette annonce de blocus, il y a déjà un dégel qu'on observe. Parce que le partenaire chinois représenté au plus haut niveau était là et on a eu la surprise d'apprendre que la douane béninoise a reçu un courrier officiel de son homologue du Niger et que la collaboration se fera autour de l'exploitation du pétrole à Cotonou. Et ça fait plaisir. Alors, ça dépasse notamment les confrères journalistes. J'en ai lu quelques-uns dans la presse cette semaine. Certains parlent de rétropédalage. J'ai même vu un titre ainsi libellé, tout ça pour ça. Et on a envie de dire tout ça pour ça. Oui, et même certains parlent de capitulation. Absolument. Mais la vérité, c'est que je l'ai entendu de la bouche d'un député, notamment celui qui préside le destiné de cette télévision, l'honorable Gomina, oui, qui disait que la décision prise était magnanime. Et ça avait fait sourire certains. Mais la vérité, c'est que la magnanimité s'est observée tout de suite parce que c'est à cause de ce blocus justement que le dialogue a repris, même si c'est très timide, même si on a l'impression que c'est encore très froid, il y a quand même une amorce, et cette amorce, c'est à partir du blocus. Et ce blocus n'était pas méchant. Et ça se sait au Niger, et on l'observe dans le développement qu'il y a eu par la suite. Le Bénin n'attendait qu'un petit signe du Niger pour que nous ayons l'assurance que l'État nigérien veut bien continuer de parler avec l'État béninois autour d'un projet qu'ils ont élaboré en commun. Et c'est ce qui a commencé. Je ne vois en rien une capitulation, je ne vois en rien tout ça pour ça. Je vois plutôt une bonne stratégie qui a payé. Est-ce que ce n'est pas une décision unilatérale là? On a un contrat qui existe, le partenaire n'a pas encore refusé de concéder ce qui revient au Bénin, et puis on arrête, je dois dire, le robinet tout de suite. Est-ce que ce n'est pas un acte unilatéral qui pourrait à l'avenir compromettre, je dois dire, la crédibilité même du Bénin dans cette affaire? C'est un acte unilatéral. Et cet acte unilatéral n'avait pas pour but d'humilier le partenaire ou le Niger. Et cet acte avait pour but de faire revenir autour d'une table de négociation, aussi bien le partenaire que le Niger, pour que les clauses du contrat telles que libellées soient respectées de bout en bout. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des douaniers qui se présentent et auparavant, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui n'avait pas été respecté pour que le Bénin cherche à fermer le robinet? Il n'y avait pas de participation officielle
du Niger dans le lancement de l'exploitation du pétrole. On a l'impression que c'est le partenaire chinois qui est le seul interlocuteur dans le dossier et que les Nigériens n'étaient que des interlocuteurs secondaires. Ce qui n'est pas le cas parce que le pétrole, c'est à eux qu'il appartient. Oui, et que le contrat est en réalité entre le Bénin et le Niger, même si au milieu il y a un partenaire qui a... Oui, mais si les deux parties ont signé, sinon, si les deux parties, le Bénin et le Niger, ont signé le contrat et qu'on s'est entendu sur ce que chaque partie doit gagner, est-ce qu'on a besoin de la présence de l'autre pour lancer le projet? Absolument, puisqu'on est deux à avoir signé, et après cette signature, l'un a pris la décision de garder sa frontière fermée. Et la fermeté de la frontière est postérieure à la signature du contrat. Donc, à partir du moment où il y a cet élément nouveau qui constitue un fait majeur, on est obligé de reconsidérer les choses. Et c'est ce que le Bénin a fait. J'ai du mal à suivre. Est-ce que c'est parce que les Nigériens n'étaient pas au lancement, je dois dire, du fonctionnement de la plateforme, que Cotonou s'est fâché, ou bien est-ce que c'est parce que le Niger garde toujours ses frontières fermées que Cotonou s'est fâché? Je veux bien comprendre quelle est la raison qui a poussé à cette atténuation latérale. Il y a une relation de cause à effet. C'est parce que la frontière est fermée que le Niger refuse de parler avec le Bénin. Et c'est parce que la frontière est fermée que le Bénin dit, mais on avait un contrat, et par la suite, une frontière est fermée, mais ça remet en cause la bonne exécution du contrat. C'est aussi simple, je crois. Il n'y a rien de sorcier autour de ça. Le Bénin aurait pu fermer les yeux, fermer les yeux et se dire, bon, puisque nous sommes des voisins, puisque nous sommes des voisins et que de toute façon, il y a une manne financière qui profite au Bénin, pourquoi ne pas laisser le pétrole couler pour que tout le monde soit content? Tout à fait. Mais moi, je pense qu'il est-ce que ça aurait gêné quelqu'un? Je pense qu'il est plus important de poser des questions de principe qui vous valorisent. Des questions d'honneur, de dignité sont plus importantes que les questions d'argent. Bah, lorsque j'entends certaines personnes dire, mais quand on a un contrat avec un partenaire, on ne se fâche pas. On accepte tout. Mais non, on n'accepte pas tout quand on a de l'honneur et de la dignité. Moi, j'ai entendu souvent faire le procès à Patrice Talon que c'est l'argent seul qui le fait carburer. Et j'avoue que je suis totalement surpris de constater que c'est lui qui, en voyant bien que l'État béninois serait bien content d'avoir de l'argent, pose une question de principe pour dire non, il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi le respect des paroles données, le respect des documents signés et le respect des accords qui le lient. Alors, face à ça, moi je dis, on ne peut qu'applaudir. On ne peut qu'applaudir parce que ça ne remet pas en cause fondamentalement le contrat. Et le président le disait, on a juste besoin d'un geste de bonne volonté de la part du Niger pour qu'on ait l'assurance qu'il s'intéresse véritablement à ce contrat et que le dialogue n'est pas complètement rompu. On l'a constaté, mais aujourd'hui, il y a quelques médiateurs qui se proposent, qui vont peut-être entrer dans la danse et qui vont faire que ça va peut-être se déjeuner davantage pour le bonheur des deux peuples, parce que ce sont en réalité les populations sur les bords des rives du fleuve Niger qui souffrent. Ah oui. On a vu quand même une communication du côté de la Marina qui, en tout cas, présentait la raison fondamentale de ce blocus comme étant justement cette fermeture des frontières côté Niger, alors qu'il y a quelques jours, la même Marina arguait, chiffre à l'appui, que tout semblait, je dois dire, le mieux, dans le meilleur des mondes, côté port autonome de Cotonou, côté économie. Si on est en bonne santé pendant que l'autre a fermé ses frontières, si tout va très bien pendant qu'on a fermé ses frontières, pourquoi est-ce qu'on veut forcément que l'autre ouvre ses frontières? Non, mais en réalité, si c'était une question d'argent, si on avait véritablement besoin d'argent, oui, les questions de principe qui ont été posées n'auraient pas été posées. Si en réalité, il était vital pour l'économie du Bénin d'avoir l'argent, enfin les dividendes de cet échange, de ce trafic de pétrole, ben, on n'aurait pas fait
ce que nous avons vu là. Et c'est ça qui me donne l'assurance que bon, tout ne va pas bien au port de Cotonou, on ne peut pas le dire. Ça dit que c'est même pas, c'est une question de bon sens. On ne peut pas dire que tout va bien au port de Cotonou, c'est impossible. On ne peut pas dire que tout va bien sur le plan de l'économie, c'est impossible. Parce que nous avons... Même annoncer une croissance à hauteur de... C'est possible. C'est possible qu'il y ait une croissance. C'est possible qu'il y ait une croissance. Mais cette croissance aurait été probablement plus forte si le Niger avait continué d'être un partenaire commercial assurant son transit par le Bénin. Donc il y a quelque part un déficit sur le plan commercial, sur le plan financier, mais moi je suis convaincu que le président, bien que sachant ça, a bien fait de poser une question de principe qui remet les pendules à l'heure et ramène tout le monde à table. Donc, question de principe qui nous oblige à fermer les robinets, mais il a fallu juste d'une missive pour que, bon, on rouvre à nouveau les robinets. Nos principes ne sont pas si solides que ça. Il suffit d'une lettre, c'est ça, de la douane nigérienne. C'est ce que je vous disais. Ce n'est pas non plus une décision va-t-en-guerre. Le président s'est exprimé pour dire si demain, il a été moins précis, il dit si demain nous avons un geste très concret de la part de nos partenaires du Niger, le pétrole va couler à nouveau. Et c'est ce qui a été fait. Donc, non, ça ne veut pas dire non plus que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Moi, je ne vois dans ce qui s'est passé aucun triomphalisme. Je ne vois pas non plus un échec. Je vois la reprise d'un dialogue qui a été rompu depuis un moment. Et ça, c'est pour le bénéfice des populations du Niger et du Bénin. Et si, pour ce cas stipulé, la lettre des Nigériens, les douaniers nigériens venaient à Cotonou pour le lancement et puis retournaient à Niamey tranquillement en refermant solidement encore les frontières, qu'est-ce que le Bénin va faire? Il va encore fermer la robinet? Le Bénin a dit très clairement que c'est une reprise, c'est une ouverture provisoire. Donc, je pense que c'est pour quelques heures, 36 heures ou je ne sais pas combien de jours. Mais ça veut dire que le Bénin a ces conditions et tient à ce que certaines conditions soient remplies pour qu'on puisse considérer que véritablement il y a un partenariat entre deux États qui fonctionne. Donc, je pense que les Nigériens ont été réceptifs, sinon ils auraient pu même opposer une fin de non-recevoir et ne pas Est-ce qu'on ne va pas plutôt dire merci aux Chinois? Ah oui, pourquoi pas? Parce que lorsque un intermédiaire intelligent s'interpose entre deux belligérants, c'est une excellente chose. Je pense que le partenaire chinois a été persuasif, il a été plutôt convaincant pour que les choses se dégèlent aussi rapidement. Parlons du fond de la crise. En réalité, tout est parti surtout de ce coup d'État du 26 juillet 2023. Le Bénin qui ferme ses frontières. D'abord, le président béninois qui va à Abuja rencontrer son homologue nigérien, lui président d'exercice de la CEDEAO. Au sortir du tête-à-tête, le ton est martial, menaçant à la limite. Les mots sont clairs. S'il faut passer par la force, et les fusils, les bruits de bottes pour aller chercher Bazoum et le remettre au pouvoir, on le ferait. On a même convoqué des chefs d'état-major de la sous-région à Accra qui ont examiné un peu et même arrêté en griffe des stratégies. Puis après, on a revenu à Cotonou, on a sorti une décision pour suspendre l'importation, le passage des marchandises du Niger vers Niamey. Puis après, quand tout ça a dégelé, on s'est vu obligé d'aller ouvrir les frontières et on demande maintenant aux Nigériens d'ouvrir les frontières. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, je dois dire, un manque de logique dans la suite des actes que Cotonou a posés dans cette affaire? Moi, je n'y vois aucun manque de logique. Et je vais vous dire pourquoi. Allons-y. Avant le coup d'État qui a renvoyé le président Bazoum à ses pénates, le Bénin et le Niger avaient les meilleures relations qui soient. Absolument. On a vu Bazoum. Excellente relation. On a vu Bazoum rire à gauche déployé à Cotonou à la Marina. Alors, si on parle de ça, il y a deux raisons fondamentales qui peuvent justifier l'attitude du Bénin. Déjà parce que un président qui entretenait d'excellentes relations avec le Bénin et qui était en cours d'exercice d'un mandat légal et légitime a été brutalement chassé du pouvoir par un coup d'État. Et le régime militaire qui s'installe
n'a rien remis en cause des rapports qui existent entre les deux pays. Pourquoi on se fâche? Un instant. Oui. Le régime qui s'installe pose ses conditions et face à ce qu'il considère comme une opposition animée par un adversaire chassé récemment de son territoire, a durci sa position immédiatement. Je suis surpris que les gens puissent, en faisant des analyses, penser que le problème, c'est les réactions que les autres ont eues après le coup d'État. Le problème fondamental, c'est le coup d'État. Tout ce qui est venu après est moins grave que le coup d'État. Alors, pourquoi tout le monde se focalise sur les effets? Alors, j'ai posé une question. Non, attends. Oui. J'ai l'impression, j'ai vraiment le sentiment, quand j'écoute les analystes, que tout le monde se focalise sur les effets en oubliant le problème fondamental. La réaction que Patrice Talon a eue est la réaction d'un président démocratiquement élu qui constate que dans un pays voisin où la démocratie était en cours, il y a eu une rupture brutale. Et dans le cercle, dans le creuset des chefs d'État de la sous-région, il a été décidé un certain nombre de mesures. Mais ce n'est pas parce que certains ont parlé et que certains n'ont pas parlé que quelqu'un a dit, quelqu'un s'est comporté plus gravement que l'autre. Le Bénin n'a pas fait le tiers ou même le quart de ce que le Nigeria a fait au Niger. Ah oui, on a vu le ton, hein? On a vu le ton. Ce n'est pas une question avec on a vu la décision concernant le port autonome de Cotonou et les marchandises qui doivent transiter pour aller vers le Niger. Est-ce que le Nigeria a fait tout ça? Ce n'est pas parce que le Nigeria n'a pas parlé que le Nigeria n'a rien fait. Le Nigeria a brutalement coupé l'électricité au Niger, à qui le Nigeria fournissait 80%. Parce que le Nigeria aussi avait des déficits au plan national. Et je crois même qu'actuellement, ils en souffrent. Ils ont même dû s'obliger à réduire aussi leur fourniture à la fois au Bénin et au Togo. C'est à la faveur du coup d'État que la décision a été prise dans l'embargo qui a été décrété de couper le courant au Niger. Ce n'est pas par la suite que le Nigeria s'est trouvé dans l'obligation de couper parce qu'il y a des déficits. Non, c'est parce qu'il y a eu un coup d'État au Niger que dans le blocus qui a été décidé, le Nigeria a coupé l'électricité sans préavis. Vous vous rendez compte, celui qui vous coupe l'électricité, par rapport à celui qui vous coupe les vivres, par rapport à celui qui vous coupe les vivres, qui est votre pire ennemi? Celui qui vous coupe ce que vous devrez manger, et celui qui vous coupe l'électricité, c'est qui votre pire ennemi? J'ai l'impression que tout le monde a, je ne sais pas, vous croyez que le Bénin aurait été seul à fermer ses frontières si la CEDEAO n'avait rien décidé? Vous croyez que s'il n'y avait pas eu CEDEAO, le Bénin se serait intéressé à ce qui s'était passé au Niger? Vous croyez que s'il n'y avait pas eu CEDEAO et tout ce qu'on dit aujourd'hui serait en train d'être dit? Mais c'est parce que il y a une instance communautaire qui est habilitée, qui a décidé, qui est habilitée à prendre une décision, qui a pris la décision. Peut-être que Patrice Talon est allé un peu trop vite en besogne, peut-être qu'il a été un peu trop passionné, mais ça, ce ne sont que des effets. La cause fondamentale, c'est que quelque part, dans un pays voisin, une junte a pris le pouvoir, a mis un terme brutal à la démocratie, séquestre le président en exercice, et le monde entier regarde ça comme une situation moins grave que les réactions que d'autres présidents ont pu avoir pour condamner cet état de choses. Je pense qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion. Oui. Ce qui se passe au Niger est un dangereux recul. C'est pas parce que la CEDEAO est restée impuissante dans la résolution de ce problème que ça doit être passé par perte et profit comme si, bon, c'est pas bien grave, mais c'est grave ce qui se passe au Niger. C'est très grave parce que c'est un coup d'arrêt brutal à un processus démocratique en cours. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde se dit, bon, le Niger, c'est leur problème. Et c'est vrai que les États sont livrés à eux. C'est vrai que les États sont livrés à eux. Chaque pays est indépendant, il fait de ses affaires intérieures ce qu'il veut. Ce n'était pas comme ça jusqu'à ce que la CEDEAO soit impuissante. C'est parce que la CEDEAO en réalité a été impuissante à régler le cas du Niger qu'on a le sentiment aujourd'hui que chaque pays est indépendant. Non. Vous vous souvenez que Yahya Jammeh a été dégagé par la CEDEAO. Peut-être que vous avez oublié. Yahya Jammeh a perdu
et a reconnu officiellement qu'il a perdu les élections et qu'il a voulu revenir. Mais c'est encore moins grave. C'est encore moins grave. C'est moins grave que le coup d'État qui met un coup d'arrêt à un mandat en cours et où on séquestre le président en exercice. Attendez, dans la hiérarchie de la gravité de la situation, il faut pouvoir apprécier les choses à leur juste valeur. Ce qui se passe au Niger est extrêmement grave, dangereux, reculé. Ça s'est passé au Mali, ça s'est passé au Burkina Faso. Ensuite, on s'est dit, mais quand même, il fallait bien l'arrêter. Peut-être même que c'est la réaction de la CEDEAO qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus eu de coup d'État dans la sous-région. Peut-être. Peut-être bien que c'est ça qui fait que... Bon, donc, à un moment, il fallait dire non, mais ça suffit. Mais bon. Mais on a eu l'impression, en tout cas, que dans la CEDEAO, il n'y avait que le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire qui existaient face au dossier nigérien. Surtout qu'il n'y avait pas que le Bénin. Alors qu'il y avait le Togo, il y avait quand même d'autres pays, le Libéria. Le problème se pose avec le Bénin. Le problème se pose principalement avec le Bénin parce que c'est la frontière la plus usitée, la plus utilisée par les Nigériens. Parce que c'est leur ouverture naturelle sur la mer. C'est pour ça que les questions qui touchent Cotonou sont des questions plus sensibles qu'ailleurs. Le Togo n'a pas de frontière avec le Niger. Donc, quoi que le Togo ait pu faire, ça va. Mais il y a eu un coup d'État au Burkina. Le Togo n'a pas été aussi va-t-en-guerre face à son voisin burkinabé. Parce que la CEDEAO elle-même n'a pas été va-t-en-guerre. Si la CEDEAO avait pris les mêmes mesures que celles qui ont été prises par rapport au Niger, le Togo aurait été contraint de faire ça, même si il y a eu un assouplissement. Vous voyez, nous avons fermé les frontières. Mais de tout temps, le trafic a continué jusqu'à aujourd'hui. Malgré que la frontière soit fermée, ça va, ça vient, aussi bien les hommes que les marchandises. Donc peut-être que les camions ne passent plus, mais les barques sont à l'œuvre et les hommes traversent, les marchandises traversent. Bon, donc ce n'est pas un blocus total, c'est ça qui aurait été totalement éliminé ou incompréhensible. Donc le Bénin ouvre ses frontières et laisse passer la marchandise. Et même si ça ne passe plus au même rythme, ou si c'est plus quantifiable comme par le passé, ça passe quand même. Ça passe quand même et les autorités nigériennes le savent. Donc, il n'y a pas d'animosité particulière. Et moi, je dis, dans cette affaire, il n'y a pas de guerre que quelqu'un doit gagner contre un autre. Dans cette affaire, aujourd'hui, on a pris acte de ce qu'il y a un pouvoir de fait qui s'est installé au Niger. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Pardon, je pense que c'est ce que tous les États sont en train de faire aujourd'hui, sauf que les Nigériens, eux, ont des raisons particulières de dire j'en veux à tel autre plutôt qu'à tel. Dans le cas spécifique du Bénin, quelles sont les raisons? On a évoqué en tout cas que Cotonou avait des bases militaires françaises qui pourraient, en tout cas, je dois dire, engager des actions de déstabilisation du pouvoir militaire, disons-le, de Niamey. Et quelque part, on peut comprendre la fébrilité des militaires au pouvoir au Niger, non? En partant de Niamey, les Français ont juré, en tout cas, leur faire payer leur audace. On a même suivi des acteurs non moins importants sur des chaînes de télévision menacés d'engager des actions de déstabilisation donc, du pouvoir à Niamey. On a vu justement les Français, notamment les diplomates, faire des couloirs lors des sessions extraordinaires de la CEDEAO à Abuja concernant le dossier et parfois même dicter presque, je dois dire, des comportements et des attitudes à avoir. Quand on a vu la France et ses acteurs comme ça dans cette attitude et que justement celui qui a une frontière principale avec vous les accueille chez lui, il faut faire beaucoup attention avec ce voisin-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous que personne ne saurait blâmer les Nigériens de prendre des dispositions pour se protéger. Personne ne peut les blâmer pour ça. Ça, c'est clair. Bon, mais quand on a dit ça, le Tchad abrite une base opérationnelle de la France. Ouais. Le Tchad est frontalier du Niger. Et lorsque la France s'est repliée du Niger, elle est passée essentiellement par le Tchad, plutôt que par le Bénin. Et pourtant, la frontière qui relie le Tchad... C'est une question de repositionnement. Est-ce que les bases militaires du Tchad sont très proches de Niamey par rapport aux bases militaires éventuelles, je dois dire éventuelles, qui existeraient notamment à Kandi? Est-ce que ces bases sont plus ou moins éloignées par rapport aux bases qui existeraient à Kandi, par exemple, par rapport à Niamey? C'est une question de proximité, de situation géographique. Nous sommes des journalistes et nous n'allons pas laisser
des situations équivoques de cette nature sans les lever définitivement. On y va. Une base militaire, ça suppose une certaine superficie, ça suppose un certain matériel, une certaine logistique, un certain équipement. Ça nécessite un certain nombre d'hommes pour l'occuper. Et les personnes qui en sont le plus informées, les personnes qui en sont les plus instruites, ce sont les militaires. Alors, que des militaires au pouvoir ne puissent pas distinguer entre ce qu'on appelle une base militaire et un poste un poste frontalier ou un avant-poste de protection de l'État, de la République, moi je ne peux pas comprendre ça. Parce qu'il y a des moyens aujourd'hui pour n'importe qui de savoir s'il y a des bases militaires au Bénin ou pas. Pour n'importe qui. Je ne parle même pas de ceux qui sont au pouvoir. Je dis n'importe qui peut savoir, s'il le veut, s'il y a des bases militaires au Bénin. Donc, les autorités du Niger ne peuvent absolument pas se tromper en laissant croire qu'il y a des zones, qu'il y a des bases militaires. Il y a des zones dans lesquelles nous, vous et moi, on ne peut pas aller. C'est pour ça même avec notre casquette de journaliste. Je vous dis, autant sur le territoire béninois. Ça relève d'une politique de protection. Et ça, je dis, n'importe quel militaire peut le savoir. Ce n'est pas parce que je ne peux pas aller quelque part qu'il y a une base militaire là. Ce n'est pas pour ça qu'il y a une base militaire française. Alors, moi, très honnêtement, je dis, si les militaires qui sont au pouvoir au Niger ne sont pas capables d'avoir un service de renseignement, un service de liaison et de documentation efficace, peut-être que c'est le service qui leur a fourni ça. C'est leur service. Alors, ils doivent revoir la formation de ceux-là. C'est possible. Ils doivent revoir la formation de ceux qui les informent parce que très franchement... Parce que quand ils ont eu le courage de venir à la télé dire qu'il y a des bases militaires françaises, c'est que peut-être ils ne se sont pas réveillés de leur sommeil. En fait, tout est parti, nous l'avons su plus tard, tout est parti d'un reportage qu'un Français est venu réaliser ici sur notre territoire. Et naturellement, il s'est laissé aller à dire un certain nombre de choses avec beaucoup de légèreté. Et nous savons qu'en temps, ce monsieur est revenu pour dire, s'il vous plaît, ne prenez pas ce que j'ai dit au pied de la lettre, parce que, quand même... Curieusement, ce journaliste s'appelait français. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? C'est lui qui est venu faire le reportage et qui a démenti par la suite. Moi je dis, de manière très indépendante, il est loisible à n'importe quel pouvoir organisé de savoir ce qui se passe dans le pays voisin. C'est très facile. Et puis quand la crise s'est envenimée, on a vu en tout cas les partis politiques béninois se positionner. On a entendu, sinon on a suivi des communiqués, notamment du bloc républicain, qui a manifesté son soutien à la décision de Patrice Talon de couper le robinet. On a lu aussi le communiqué du parti Union progressiste, le Renouveau, qui non seulement a soutenu et félicité Patrice Talon, mais a dénoncé, je dois dire, le communiqué du parti Les Démocrates pour son positionnement. Et le parti Les Démocrates aussi qui pense que ce sujet dépasse largement la personne du chef de l'État et qu'il faut provoquer, je dois dire, des concertations nationales. Quelle est l'analyse que vous faites de toutes ces positions des partis politiques? D'abord, je considère que l'Union, l'UPR et le BR ont dit ce qu'on attendait qu'ils disent. Le contraire aurait été véritablement étonnant. Donc, qu'ils apportent leur soutien au chef de l'État, ça n'a rien de spécial. Mais est-ce que ça ne contribue pas à envenimer la situation? On peut apporter son soutien au chef de l'État et l'inviter à continuer à dialoguer, à trouver d'autres moyens de renouer contact avec Niamey plutôt que de lui dire c'est le bon sens, il faut foncer. Si c'est le bon sens, pourquoi voulez-vous qu'il dise le contraire? Si ce qu'il fait, c'est le bon sens. Si ce qu'il fait est pertinent et compréhensible pour eux, pourquoi voulez-vous qu'ils lui disent de faire autre chose? Moi, je viens de vous le dire. Moi, mon sentiment personnel. Je disais que le choix mon sentiment personnel en tant que Béninois, c'est que je suis heureux que le président de la République du Bénin ait donné la priorité à l'honneur et à la dignité des Béninois plutôt qu'à l'argent. Certains pensent qu'il faut prendre priorité à la paix plutôt qu'à des actes qui peuvent envenimer des situations. Mais lorsque je provoque une situation qui oblige mon adversaire
à venir s'asseoir pour discuter. Mais je fais bien. Parce qu'à partir du moment où les hommes se parlent, eh bien, il y a un dégel. Enfin, c'est ça le point positif que moi je trouve dans toute cette affaire. Parlons de la position de LD. Bon, la position de LD, elle est tout à fait normale aussi. Parce que LD était parti d'opposition. Oui. LD, le vice-président nous l'a dit, quand le président de la République fait quelque chose d'intelligent, ce n'est pas à eux de le dire. Quand le président de la République fait quelque chose de bien, ce n'est pas à eux de le dire. Quand le président de la République fait quelque chose avec un engagement patriotique, ce n'est pas à eux de le dire. Bon, donc, quand on extirpe tout cela de ce qu'ils sont obligés de dire, il ne reste que ce qu'ils ont dit. Mais la proposition de concertation nationale, ça ne me paraît pas extrêmement pertinente, mais ça relève, me semble-t-il, de la décision personnelle du chef de l'État. Il peut consulter qui il veut, il peut mettre qui il veut à contribution, mais je ne pense pas qu'il y ait formellement à mettre des assises nationales, par exemple, pour décider qu'est-ce qu'on fait par rapport à la situation. On ne gère pas une crise comme ça. Une crise, ça se gère plus dans les couloirs et dans les coulisses que de manière officielle, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui, sans venir sur les plateaux de télévision et devant les caméras, font le nécessaire pour que les deux pays puissent se parler. Je suis certain que ces personnes-là réussiront par avoir gain de cause, parce qu'il y a un fait indéniable, c'est que le Bénin ne peut pas se passer du Niger et que le Niger ne pourra jamais se passer du Bénin. Au-delà de ce que les présidents en exercice aujourd'hui peuvent dire, faire, penser et engager, il y a le fait constant que le Bénin et le Niger sont viscéralement liés. Bon, ça c'est, faut-il dire, hein, la position des partis politiques dont le Parti Les Démocrates de l'opposition est dirigé par l'ancien président Bodiaï. C'est vrai qu'on aurait, enfin on s'attendait à ce qu'il publie comme à son habitude un long test, mais je crois que dans la période, sur sa page Facebook, mais je crois que dans la période il s'est contenté de nous sortir un autre morceau, pas vraiment préoccupé par cette actualité-là. Mais par contre, il a son prédécesseur lointain qui lui s'est quand même laissé aller à quelques réflexions et avis. La position de Nicéphore Dieudonné Soglo sur l'affaire. La position de Nicéphore Soglo m'a paru un peu ambiguë. Comment? C'est vrai qu'il appelle à la paix, c'est vrai qu'il appelle les partis à se parler, et ça c'est le point positif de ce qu'il a dit. Mais lorsqu'il distribue des bons et des mauvais points, il se discrédite déjà en tant que médiateur potentiel, parce que il fait partie des personnes qui, logiquement, auraient pu travailler à faire asseoir les protagonistes, ou en tout cas à faire revenir la paix. Et lorsque, sur la place publique, il distribue déjà des bons et des mauvais points, ça l'éloigne de cet idéal, parce que plus personne ne voudra qu'il soit médiateur dans une telle crise. Et moi, j'ai été un peu déçu de l'entendre dire de manière très claire que lorsqu'on a des affaires avec un partenaire, non, il faut tout accepter. Il n'a pas dit ça ainsi. Non, enfin, pas mot pour mot, mais c'est ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que l'argent passe avant l'honneur et la dignité. C'est bien ce que l'idée qu'il a exprimée, c'est que quand il y a de l'argent qui va couler pour le bonheur des Béninois, il n'y a pas lieu de donner priorité à un quelconque principe ou à l'honneur ou à la dignité des Béninois. Il faut laisser l'argent couler, et même s'il faut se mettre à genoux, il faut se mettre à genoux. Parce qu'il est allé jusqu'à dire que le pétrole, il appartient aux Nigériens. Vous voyez, moi, je n'ai pas partagé ce point de vue, parce que je me dis, en tant que président de la République, en tant qu'ancien président de la République, Nicéphore Soglo est bien placé pour savoir qu'il y a des situations dans lesquelles les questions de principe prévalent. C'est vrai que c'est son opinion à lui personnellement, Institut Pessonné, mais il a proposé qu'on fasse recours à ce forum des anciens chefs d'État d'Afrique, qui pourrait être une porte de discussion entre les deux parties, mais le creuset-il vraiment pour être aussi efficace dans la démarche pour trouver une solution? Non, mais parce que, vous voyez, je viens de vous le dire, les acteurs qui animent ce creuset eux-mêmes partent déjà sur de mauvaises bases, parce que
il n'y a que des le seul qui s'est prononcé. Mais il y a bien d'autres anciens chefs d'État qui sont dans le creuset. Il n'y a que lui qui s'est prononcé, mais c'est lui qui est béninois. C'est lui qui est béninois. Donc il part déjà sur la base de préjugés exprimés sur la place publique. Ça ne fait pas une bonne médiation. C'est impossible. Alors, ce qui me paraît curieux, moi, en tout cas, depuis le début de cette affaire, c'est que depuis la dernière décision de la CEDEAO, pour assouplir un peu ces sanctions vis-à-vis de Niamey, on n'a plus droit à quelque chose. Et puis la situation a commencé à se compliquer entre les deux voisins. La CEDEAO n'a même pas daigné trouver, en tout cas, le temps de sortir, ne serait-ce que ses communiqués habituels pour inviter les deux parties à privilégier, ne serait-ce que le sens du dialogue et des échanges diplomatiques. C'est quand même curieux que ça se taise comme ça, non? Le plus grand mal que la situation du Niger a pu faire, c'est que désormais la CEDEAO est aphone et atone. Elle ne parle plus, c'est fini. Parce que elle a essuyé une rebuffade générale. C'est-à-dire que presque tout le monde s'est indigné de la manière dont la CEDEAO a réagi par rapport à la situation du Niger. Et quelque part, les instances de la CEDEAO s'en sont trouvées totalement affaiblies. Vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad. En temps normal, la CEDEAO aurait pu avoir un mot à dire, parce que ce n'est pas des élections parfaites. Non, le Tchad n'est pas dans la CEDEAO, donc bon, voilà. Ce n'est pas des élections parfaites qui sont déroulées là-bas. Ce n'est pas des élections parfaites qui se sont déroulées dans tous les pays où nous avons des membres de la CEDEAO. Regardez comment on dit, le dialogue que les Maliens viennent de faire et de prolonger la transition de 2 à 5 ans. 5 ans, oui. Mais en temps normal, la CEDEAO n'aurait pas dû se taire. Mais elle s'est tue. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, en réalité, chaque pays est livré à lui-même. Chacun fait ce qu'il veut. La CEDEAO ne dira plus rien, c'est fini. C'est fini. La CEDEAO ne dira plus rien. Il y a l'UEMOA qui est là, il y a l'Union. L'UEMOA n'est pas une institution politique. Oui, mais elle est économique. Et surtout, je pense que les conséquences... L'UEMOA tirant leçon de ce qui s'est passé avec la CEDEAO ne dira rien. Donc, vous voyez, si une question sort du cadre économique, vous n'entendrez plus la CEDEAO réagir. Et c'est bien dommage. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça livre chaque pays à lui-même et chacun peut changer la constitution, chacun peut truquer les élections, chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun peut faire son coup d'État. C'est fini, c'est fini. L'instrument par excellence, politique par excellence, c'est quand même l'Union africaine qui quand même pouvait aussi se prononcer et qui est restée aussi indifférente. L'Union africaine s'était déjà laissée distancer par la CEDEAO parce qu'il y a longtemps que l'Union africaine ne pesait plus véritablement dans les décisions qui sont prises au niveau de l'Afrique. Nous, au niveau de la CEDEAO, nous avions le privilège d'avoir une organisation, l'une des rares sur le continent, qui avait une certaine notoriété et qui forçait un peu le respect des autres, parce que c'était une organisation qui fonctionnait selon un modèle qui plaisait. La CEDEAO aurait pu aller plus loin, mais je pense que la CEDEAO aussi était arrivée peut-être à un niveau, à un stade où il y avait des remises en question et des remises en cause à faire qui n'ont pas été faites, et ça a entraîné l'implosion, parce que à l'heure où je vous parle, croyez-moi, la CEDEAO, c'est le cadet des soucis de ceux qui veulent faire un coup d'État. Et si les structures sous-régionales et continentales n'y arrivent pas, on a l'impression aussi que même la diplomatie, elle aussi, a donné sa langue au chat. Je crois que dans la foulée des événements, des derniers événements, on a appris que Cotonou a essayé quand même de téléphoner à Niamey, mais que Niamey n'a pas pris, au contraire même a rejeté l'appel. On a l'impression que côté diplomatie aussi c'est fini. On pourrait penser ça, mais les querelles entre les États, ça dure, le temps que ça dure, mais ça finit toujours par se régler. Ça finit toujours par se régler. Parce que personne ne peut vivre en autarcie.
Et personne ne peut tourner le dos à un voisin en disant j'ai de nouveaux partenaires aujourd'hui et parce que j'ai de nouveaux partenaires, je n'ai plus rien à faire. Sauf de Fidel Castro. Ça peut arriver. D'ailleurs, vous avez vu ce que Cuba est devenu après ça. C'est pas facile du tout. Aucun pays ne peut vivre de cette façon. Et donc, moi je pense que c'est pas le Niger qui prendra cette option-là. Aujourd'hui, il y a on se chauffe un peu sur ces questions de sécurité, de terrorisme et autres, mais fondamentalement, je suis convaincu qu'il arrivera un moment où le Niger va s'imposer de lui-même parce que le peuple du Niger a beau aujourd'hui soutenir les dirigeants qui sont au pouvoir, il arrivera un moment où ils éprouveront le besoin de retrouver leurs frères. Ça, c'est inévitable. On va voir ce que ça va donner. Finalement, qui peut vraiment aider les deux pays à se parler? D'abord, le temps. Et évidemment, on a les Chinois qui font les bons affaires, juste peut-être pour sauver leur pétrole. D'abord, le pétrole qui est en jeu. Le temps pourrait être un facteur important. Parce que lorsque il y a de la colère, avec le temps, ça finit toujours par s'apaiser. Et ensuite, Dieu merci, il y a des partenaires au milieu qui ont des intérêts, qui ont véritablement intérêt à ce que les deux pays s'entendent. Donc, ils ne baisseront pas les bras, ils travailleront d'arrache-pied jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir ce résultat-là parce que c'est leur santé financière et économique qui en dépend. Est-ce que ce n'est pas justement un danger de fait qu'ils ne peuvent pas s'entendre? Il faut qu'un étranger, même si l'étranger vient apporter de l'argent dans la maison des deux frères, il faut que l'étranger vienne les faire asseoir pour leur faire entendre raison. C'est un danger. C'est des choses qui arrivent parce que la situation qui s'est posée au Niger n'était pas, c'est pas une situation normale. Elle n'était pas attendue. Donc c'est normal qu'il y ait eu des réactions après cela. Et par conséquent, lorsque ils arrivent au pouvoir au Niger, au Mali, au Burkina Faso, et qu'ils remettent en cause un certain nombre de choses qui étaient déjà acquises, on s'interroge et on pourrait avoir des réactions. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise que ceux qui réagissent mal. Non, ils ont raison aussi de réagir. Parce que la situation qui se pose, c'était inattendu. Maintenant, le temps fera son œuvre et ils se remettront ensemble. Il n'y a rien à faire. Si les dirigeants ne sont pas conciliants, les peuples vont les dévancer. Voilà. On a deux sujets en dehors de celui-ci. Je voudrais bien qu'on ferme celui-là en attendant de voir quand est-ce que les deux douanes vont se parler et s'ils vont se parler au-delà du pipeline et quel sera peut-être le chronogramme pour pouvoir ouverte la frontière de Niamey sur Cotonou. On a donc deux sujets. Ces choses-là se règlent dans les couloirs et peut-être qu'un matin nous apprendrons que le président Talon se rend au Niger et puis voilà. Je serais curieux. Hein? Il va serrer vraiment la main aux militaires au pouvoir là-bas. Il ne les déteste pas que je sache. Oui, mais il a des principes. Il ne peut pas serrer la main. Lui, démocrate, ne peut pas serrer la main à des putschistes. Il n'a pas de dents pourries contre les militaires à titre personnel. C'est le coup d'État qui était un problème. Et à un moment, tout le monde dit, le Talon le premier, qui dit, bon, il faut prendre acte et avancer. À partir de ce moment, on se serre la main, tout le monde se serre la main. En tout cas, moi je suis conscient, enfin je veux dire, je suis confiant en ce que ça va se régler et que un matin nous aurons la bonne nouvelle. On a deux sujets qui attendent, la marche des travailleurs, mais je propose qu'on commence déjà par la visite manquée de Nicéphore, puisqu'on a parlé de lui tout à l'heure, la visite manquée de Nicéphore Soglo à Rekia Madjougou en prison à Misrité. Il a fait pied de grue, a-t-on appris, devant la porte de la prison civile, 1 heure de temps à Tondi. Il a même téléphoné à des autorités judiciaires de ce pays, au plus haut niveau, qui n'ont pas daigné prendre, a-t-on appris. Finalement, il s'est retourné chez lui, la queue entre les jambes, sans avoir vu Rekia Madjougou. Cela devrait arriver, cela ne devrait pas arriver, votre analyse? Si cela est arrivé, c'est parce que Nicéphore Soglo, sans aucun doute, est parti de chez lui sans avoir eu l'assurance qu'il pouvait voir Madame Madjougou.
Parce que il me semble qu'il ne pouvait pas envisager de débarquer à la prison en disant « bon, je vais voir telle personne ». Si c'est ce qui a été fait, ça m'étonnerait qu'il ait pensé que ça soit possible. Donc, si en sortant de chez lui, il n'avait pas pris toutes les autorisations, parce qu'il en faut, pour y aller, eh bien, ce qui lui est arrivé est tout à fait dans l'ordre des choses. Mais au-delà de ça, moi je pense que Nicéphore Soglo est un acteur politique d'envergure. Il a un véritable poids politique en tant qu'homme d'État. Et Mme Rekia Madougou est une activiste politique qui a été emprisonnée pour des raisons que l'État a dites. Alors, lorsque un ancien chef d'État de la trempe de Nicéphore Soglo rend visite à une personnalité de cette nature, ça pose un petit problème, non pas d'humanité, parce que je ne suis pas sûr que l'humanité, la compassion, soient les raisons fondamentales qui ont amené Nicéphore Soglo là-bas. Je pense que c'est d'abord pour apporter un soutien politique à Mme Madougou au regard de ce que lui-même, il représente un poids politique et que ça peut lui être utile. Quand ça se fait comme ça, il est difficile pour un pouvoir en place, quel qu'il soit, d'accepter que l'on fasse de la politique politicienne aux portes des prisons. Vous pensez que c'est une manipulation politique d'aller chercher à saluer? C'est une manipulation politique évidente. Ah oui? Mais Nicéphore Soglo lui-même a été président de la République. Il a gardé dans nos prisons un certain Amadou Cissé, il a gardé dans nos prisons un certain Pascal Tawès, et je pense qu'il n'aurait pas du tout apprécié que Mathieu Kérékou, paix à son âme, un jour décide d'aller dire un petit bonjour. C'est une supputation parce que le truc n'est pas arrivé. Sinon, je me demande comment est-ce que Nicéphore Soglo se serait opposé à Kérékou qui vient aller voir des anciens collaborateurs qui sont en prison. Est-ce qu'il se serait opposé? On ne sait pas. Mais il n'aurait pas aimé. Il n'aurait pas aimé parce que lorsque votre successeur est aux commandes, ce genre de choses l'indispose. Ce genre de choses crée des problèmes là où il ne devrait pas y en avoir. Et pour que la gouvernance se passe sans problème, il faut éviter ce genre de choses. Et si ça se fait aujourd'hui, vous comprenez, si ça se fait aujourd'hui et que ça ne s'est pas fait depuis par le passé, c'est simplement parce que nous allons vers une période de transition qui va connaître la fin du régime et le renouvellement. Est-ce que dans une république, on devrait s'accommoder des émotions de celui qui est au pouvoir pour poser des actes, même fut-il même politique ces actes-là? Est-ce qu'il faut s'accommoder des émotions dans une république où il faut s'interroger sur les tests, il faut s'interroger sur le bon sens? Est-ce que Nicéphore Soglo, en tant que personnalité politique, comme vous le dites, en tant qu'ancien chef d'État, est-ce qu'il a besoin de s'obliger à certaines règles afin d'aller rendre visite quand même à une détenue qui plus est une détenue très connue? Ce n'est pas interdit. Ça ne devrait jamais l'être. Parce que les personnes qui sont en prison doivent être toujours traitées avec humanité, doivent être toujours traitées avec respect et considération. Donc, ça ne devrait jamais arriver qu'on interdise qu'ils aient de la visite. Mais quand ça concerne quelqu'un comme Nicéphore Soglo, il y a ce qu'on appelle le droit de réserve. C'est-à-dire que la loi n'interdit pas, mais au fond, on ne le fait pas parce qu'on n'est pas n'importe qui dans la République et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ça. Vous avez vu que pendant toute la période où Nicéphore Soglo a dirigé le Bénin, Mathieu Kérékou est resté totalement invisible. La loi ne lui obligeait pas. Mais c'est une question de responsabilité, c'est une question d'obligation de réserve qu'on respecte pour que celui qui est au pouvoir puisse travailler dans la sérénité. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, quand vous faites de la politique politicienne, pendant que le président en exercice s'évertue de conduire son mandat, vous créez des perturbations. Et je pense que l'objectif premier n'était pas de la compassion à exprimer, c'était pas de la gentillesse à exprimer, c'était d'apporter un poids politique évident
et dans un but que nous connaissons tous. Et c'est pour ça que je dis, bon, c'est pas interdit, mais M. Faure-Soglo aurait pu, par sagesse, à titre personnel, s'abstenir de ça en se disant que c'est un acte qui va indisposer. Le dernier sujet, la marche des travailleurs. Enfin, les syndicalistes ont marché à Cotonou après les communiqués au coin de la rue, après les empêchements, après les répressions. Ils ont finalement marché samedi dernier et à la fin, un violent réquisitoire contre la gouvernance de Patrice Talon. Eux, ils mangent, ils sont bien rassasiés et ils nous demandent de serrer la ceinture. En tout cas, substantiellement, c'est ce qu'on peut retenir de discours, avec d'ailleurs même la large bâche qui passait le message « on a faim ». Quelle appréciation? Et c'est vrai que les gens ont faim. Et quand on a faim, on l'exprime. Oui. Et c'est normal qu'on l'exprime. Moi, je pense que ça a été une très bonne chose de laisser cette marche-là se dérouler, parce que, comme moi je vous le disais, la faim, ça concerne tout le monde. Sauf que, quelque part, ils n'ont pas tort. Et moi, je l'ai déjà dit sur ce plateau, si on ramenait l'activité politique, la responsabilité politique au niveau de bénévolat, vous verrez qu'il y aura très peu de gens en politique. Vous voyez? Et ils ont raison lorsque les salaires politiques sont d'un niveau très élevé comparé aux salaires ordinaires. Et lorsque... Mais on ne va pas payer le président de la République comme si on payait le planton devant ma maison. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais il y a des pays dans le monde où on paye le président de cette façon-là. Ah ouais? Oui. Dans les pays scandinaves, le président n'est pas riche. Et même en Europe, je me souviens d'Angela Merkel, dont j'ai suivi, sur laquelle les gens ont fait un documentaire, qui rentrait tranquille, parfois à pied, parfois à vélo. Vous voyez, nous avons considéré l'activité politique comme une activité extrêmement génératrice de revenus, et il y a tellement d'argent dedans que ça pose un problème d'éthique lorsque c'est de la bouche des personnes qui se sucrent, qui s'engraissent aux frais de l'État, que sort l'exhortation à se serrer la ceinture. C'est un peu difficile à admettre. Vous voyez, moi, sans parler du chef de l'État, regardez dans nos institutions, regardez partout, les salaires politiques sont trop élevés. Pour notre pays, c'est trop élevé. C'est trop élevé. Moi, je pense que si l'exemple vient de ce niveau-là, les populations se plaindraient infiniment moins. Parce que leur plainte est dirigée contre ceux qui gouvernent, parce qu'ils savent que ceux qui gouvernent ne participent pas au sacrifice. Et pourquoi ne participeraient-ils pas au sacrifice? Pourquoi les réformes que Patrice Talon engage courageusement ne l'amènent pas à demander à ceux qui gouvernent de contribuer au sacrifice du peuple? Ça apaiserait tout le monde, on se retrouverait en eux. Parce que regardez la jeunesse. La jeunesse s'est détournée complètement. La jeunesse s'est détournée pour deux raisons. La première, c'est que elle voit tout le monde courir vers l'argent. Et elle se dit, bon, la finalité, c'est l'argent à tout prix et à n'importe quel prix. Et comme dans le monde politique, il n'y a plus de place, parce que depuis 34 ans, ceux qui sont autour de la marmite ne quittent que quand ils sont morts ou quand ils ne peuvent plus s'asseoir, quand ils sont complètement vieux, ben, la jeunesse n'a plus de place et elle se dit, bon, je me cherche ailleurs. Voilà comment, de recherche en recherche, on les voit dans la cybercriminalité, parce que pour eux, il faut prendre tous les raccourcis possibles et obtenir le même résultat que les hommes politiques, à savoir avoir de l'argent à tout prix et à n'importe quel prix. Je n'en veux pour preuve que ce qui se passe autour de nous et qui nous échappe, nous ne faisons pas attention à ce que les jeunes éprouvent aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple très simple. Et vous serez surpris d'apprendre que si vous prenez 3 dirigeants du monde, par exemple Emmanuel Macron, qui est ce que représente, qui incarne ce que représente la démocratie en termes de respect des droits de l'homme. Vous prenez Joe Biden,
qui incarne ce que la démocratie représente en termes d'équilibre des forces, de séparation des pouvoirs et de pouvoir de la justice. Et vous prenez quelqu'un comme Vladimir Poutine qui représente à la fois la négation de tout ce qui est droit de l'homme et la négation de tout ce qui est démocratie et justice. Vous les mettez tous les trois là et vous demandez aux jeunes de s'aligner sur celui qui paraît leur incarner une autorité respectable, celui qui paraît incarner un avenir meilleur. Vous les verrez tous s'aligner en majorité derrière Poutine. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent, mais nous devons nous interroger pour savoir mais où est-ce que nous allons lorsque la destination que nous avons choisie est déjà décriée d'avance par cette jeunesse. C'est ça le problème. Nous voulons ressembler aux USA, nous voulons ressembler à la France, mais les jeunes d'aujourd'hui détestent déjà ce que représente la France et ce que représentent les États-Unis. Nous les conduisons où? Ça veut dire que ce n'est pas leur modèle, il faut leur trouver un modèle. Ce n'est pas leur modèle, il faut leur trouver un modèle idéal. Je n'ai pas de cesse de le dire sur ce plateau. Nous allons à la perdition en pensant copier systématiquement les autres parce qu'il y a une désaffection profonde. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens dire c'est la faute à la rupture. Mais la rupture elle-même n'est que la conséquence de 34 ans, de plus de 30 ans d'égarement. La rupture est une tentative désespérée de solutionner les problèmes que nous refusons tous de voir. C'est pour ça que l'objectif principal que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de trouver à manger aux gens en leur jetant des miettes. C'est de réformer notre système politique, c'est de réformer notre système social, c'est de revenir à des valeurs que nous avons perdues et qui font que les jeunes préfèrent applaudir ce qui se passe dans le Sahel plutôt que ce qui se passe dans notre pays. Anissé Carlos Oké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là.